Voilà, donc nous allons commencer la présentation. Je commence par nos missions chez Adalia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est une ASBL. Et on est subventionné par la région Wallonne et on a comme rôle de sensibiliser les professionnels et les particuliers, donc les jardiniers amateurs, à la gestion écologique des espaces verts et des jardins. Donc on organise des formations, des campagnes de sensibilisation, notamment le printemps naturel, qui auparavant s'appelait le printemps sans pesticides. Et puis notamment, on a un label qui s'appelle Jardiner sans pesticides, qui concerne une cinquantaine de jardineries en Wallonie. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler à la fin de la conférence ce soir. Alors, je me présente, donc Bastien Domken, conseiller technique. Euh, Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille chez Adalia. J'ai comme intérêt la randonnée, le potager, la permaculture. J'ai effectué un petit peu de maraîchage auparavant aussi. Donc voilà, j'ai pu aussi expérimenter pas mal de trucs et astuces au jardin. Alors, je commence par un petit peu de théorie. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps, mais c'est pour vraiment être certain qu'on parle de la même chose. On parle de désherbage et donc d'utilisation pour certains d'herbicides, mais en fait, on parle plus généralement de pesticides. Et donc, la définition officielle, ce sont bien des produits destinés à supprimer des organismes considérés comme indésirables, que ce soit des plantes ou des insectes, ou même des champignons, des moisissures, etc. Mais donc, tous les produits qui sont utilisés à l'extérieur, dans le jardin, on les appelle des produits phytopharmaceutiques. Donc, parmi les pesticides, on va essentiellement ici parler des produits phyto, ou PPP, qu'on écrit parfois. Et donc voilà, donc ça regroupe bien herbicides, fongicides, insecticides, même rodonticides pour certains, voilà. Donc en général, on retrouve ces produits-là encore pas mal dans les jardineries, même les bricots, etc. De l'autre côté, on a donc éventuellement aussi en vente libre, des biocides. Ce sont aussi des pesticides, mais avec une destination qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on va les utiliser à l'intérieur de la maison pour éloigner les moustiques, pour tuer les araignées, pour traiter le bois aussi, désinfecter. Notamment l'eau de Javel, c'est un biocide. Donc puisqu'on va tuer les bactéries avec ces produits-là, on les utilise parfois un peu à tort et à travers. Donc puisqu'il s'agit quand même de produits qui contiennent des matières actives plus ou moins toxiques, comme les autres pesticides, donc les autres produits phyto. Simplement, le conditionnement est un peu différent. Et donc, quand je parlerai pesticides, dorénavant, on comprendra que je parle bien des produits phyto, les produits phytopharmaceutiques. Alors, quelques chiffres pour montrer l'importance des pesticides en Belgique. Donc, j'ai été voir un petit peu pour mettre à jour les chiffres que j'ai à disposition pour l'instant. Donc, on est aux alentours de 6000 tonnes de produits en vente en moyenne. Donc, entre 2010 et 2020, c'est assez stable. On a 6000 tonnes de produits sur le marché belge. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'avant ça, on était à beaucoup plus, à 10 000 tonnes, plus de 10 000 tonnes vendues, notamment en 1995. En fait, pourquoi est-ce que on arrive à une telle diminution? Eh bien, pour plusieurs raisons, notamment les matières actives, les formulations ont été un petit peu modifiées. C'est-à-dire qu'on met plus autant de produits qu'avant, on met des doses plus plus euh, plus petites avec des matières actives qui sont peut-être plus efficaces. Donc voilà, maintenant ça n'enlève pas les risques qui sont liés à l'utilisation de ces produits. Il faut bien comprendre ça. C'est pas parce qu'on diminue la quantité qu'on diminue les
quelque part la pollution engendrée. Alors, bien entendu, il y a 90%, plus de 90% qui sont utilisés dans les domaines agricoles, horticoles, etc. Mais malgré tout, il y a 3% qui sont utilisés par des particuliers. Alors, et les communes. Bon, ça peut vous paraître peu, hein, euh, mais sachez que c'est quand même des produits qui vont se retrouver dans l'environnement et qui sont parfois utilisés en trop grande quantité. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les quantités par surface, que ce soit les surfaces agricoles, mais on est à plus ou moins 1,5 kg en moyenne par hectare, donc sur les prairies, les champs. Mais si on regarde sur les jardins, les parcs privés, les domaines privés, on est à 10 kilos par hectare. Donc c'est quand même beaucoup plus. Alors comment ça se fait? Alors, vous avez peut-être une petite idée. Ben, en fait, on pense que c'est lié à une mauvaise utilisation, donc on a tendance à mettre une dose beaucoup trop forte, à donc à surdoser, à ne pas bien lire d'étiquette, à parfois acheter des produits dont on n'a pas besoin et à bah, voilà s'inquiéter peut-être pour un problème qui n'a pas lieu d'être, hein. Une carence peut être confondue avec je ne sais pas une maladie par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de raison de traiter, mais il y a ces cas-là aussi. Autre donnée, c'est que en 2020, récemment, hein, on a vu, selon les chiffres qu'on a, que les ventes les plus élevées concernent les herbicides. Alors ça a souvent été le cas, hein, donc chez les particuliers. Maintenant, du côté agricole, on utilise beaucoup plus les fongicides. Euh, donc en première position, c'est vraiment les fongicides bactéricides, liés souvent à la culture de pommes de terre, hein, chez nous, puisqu'on a un climat humide, propice aux maladies fongiques, mais voilà, ça arrive fréquemment que en tout cas en agriculture conventionnelle, on doit traiter. Mais voilà, donc pour le particulier, ce qu'on trouve sur le marché qui remporte le plus de ventes, ce sont les herbicides. Donc, d'où l'importance de parler aussi des alternatives, hein. C'est un peu l'objet de la conférence ce soir. Ah oui, et dernière chose, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite l'année passée, donc sur un échantillon de ménages en Wallonie, et on arrive à quand même 53 de ménages qui utilisent encore des produits pesticides dans leur jardin. C'est quand même plus de 1 sur 2. Donc là, on se dit qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation, de l'information. Voilà, parce on n'a pas toujours les raisons, mais je pense que c'est lié à une méconnaissance en fait des autres solutions qui existent. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos, plus de chiffres sur justement ce qui se fait en Wallonie, ce qu'on peut retrouver comme habitude de consommation, comme données environnementales mesurées. Tout est sur Internet, donc état.environnement.wallonie.be. Voilà. Alors, on va parler un peu de législation pour bien comprendre comment arrivent ces produits sur le marché. C'est toute une procédure, hein. L'Europe, d'abord, va décider des matières actives, donc des substances qui sont autorisées, hein, à la vente. Et alors ces substances, ben, ce sont un peu les ingrédients, hein, les matières actives qui vont agir aussi bien soit sur les insectes que sur la plante, etc. Alors chaque État va avoir son mot à dire, hein. Je vais un peu vite. Ils vont État par État décider des produits qui sont finalement destinés à être mis sur le marché sous forme de produits commerciaux. Donc ils vont autoriser notamment un herbicide X, mais avec une telle concentration sous tel emballage pour un usage particulier. Donc ça, c'est au niveau du SPF, donc le service euh, public fédéral, que la décision se fait sous évidemment, il faut bien entendu se dire qu'il y a toute une procédure avec des tests et toute une autorisation qui doit se faire avant de retrouver le produit dans les magasins. Et puis évidemment,
on peut pas en faire ce qu'on veut. Les produits sont soumis à une réglementation et ça, c'est au niveau régional donc c'est la région qui décide, qui peut utiliser tel produit, sous quelles conditions, justement, est-ce qu'on peut utiliser ces produits sur des surfaces publiques, enfin des surfaces qui sont reliées à des égouts, par exemple. Donc il y a une réglementation, fort heureusement, qui est décidée à ce niveau-là également. Maintenant, on verra qu'il y a une directive qui découle de la législation européenne, le paquet pesticides, qui a été transposé au niveau fédéral en NAPAN, donc le plan d'action national, qui a décidé de faire un plan de réduction des pesticides qui doit être appliqué par toutes les régions. Donc chaque région a son plan de réduction des pesticides, d'où le plan wallon de réduction, euh, pour justement avoir un impact. Ils ont décidé de confier ça aux régions. Et donc, depuis 2013, on a ce fameux plan wallon de réduction des pesticides qui est en cours, hein, toujours, mais par tous les 5 ans, qui est un petit peu renouvelé avec de nouvelles mesures. Donc, les objectifs, c'est de, avant tout, protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, et surtout les bâtiments qui sont fréquentés par ces personnes vulnérables. Donc, les hôpitaux, les écoles, les crèches. Donc voilà, c'est avant tout pour protéger ces personnes-là qu'on instaure certaines mesures, dont des zones tampons qui sont élargies autour des points sensibles que je viens de citer. Et on a aussi, depuis 2019, donc maintenant en Wallonie, une interdiction d'utiliser les produits phyto dans les espaces publics, c'est-à-dire dans les parcs, bien entendu, mais également les cimetières, hein, qui reste encore un endroit sensible, hein. On avait l'habitude de pouvoir pulvériser assez fortement ces endroits souvent gravionnés, voilà, par facilité. Maintenant, il n'est plus question d'utiliser des produits, donc il faut passer à d'autres pratiques. Mais également, hein, je parle aussi du trottoir, puisque peu le savent, mais le trottoir, c'est aussi un espace public, donc on peut pas y déverser n'importe quoi. Voilà. Après donc, j'en toucherai un mot, mais on va aussi parler des zones tampons, qui sont un peu des espaces de protection supplémentaires afin de bien protéger les eaux de surface. Alors, quand j'ai dit eau de surface, en fait, ça passe également par tout ce qui est réseau de collecte des eaux pluviales, les égouts, les filets d'eau. Ça, on verra un peu plus en détail par après. Voilà. Et donc, l'objectif du PWRP, ici, 2023-2027, hein, c'est la nouvelle mouture, si on veut, c'est de continuer bien sûr les anciennes mesures, hein. On poursuit toujours les actions, même si on surveille bien, avec des indicateurs régulièrement si ça fonctionne, si les actions sont efficaces. Donc là, la tendance, c'est de vraiment diminuer le plus possible les produits de synthèse, et d'avoir une stratégie au niveau européen, euh, farm to fork, donc c'est de la ferme à la table, si vous voulez. Et là, l'ambition est clairement une réduction assez forte, puisqu'on parle de 50% donc d'utilisation des produits phyto chimiques, on précise, mais d'ici 2023. Alors ça veut dire en fait dans 7 ans, il y a une volonté de réduire de moitié certains produits. Alors ça, on verra un peu ce qu'il en est. On ne sait pas encore grand-chose sur les ambitions, mais voilà, c'est en tout cas ce qui est mis en avant pour l'instant. Alors les fameuses zones tampons. Donc en fait, je voulais vraiment en parler parce que c'est très peu connu. Pourtant, ça concerne vraiment tout le monde, aussi bien les particuliers que les professionnels, donc les agriculteurs notamment. Alors vous avez un premier cas ici avec la petite maison, devant la maison, un jardin éventuellement, une petite haie. Eh bien le trottoir, vous avez donc une zone d'interdiction. Comme je l'ai bien précisé, hein, c'est lié au fait qu'il y a un filet d'eau ou un lavalloir qui est tout proche.
Donc c'est aussi souvent une surface minérale imperméable. Mais il y a donc une zone tampon de 1 mètre en plus, donc qui concerne l'espace privé quelque part, hein. On n'est plus seulement sur l'espace public, ça concerne vraiment l'espace privé, le petit jardin de Monsieur Tout-le-Monde. Et là, deuxième cas, là ça peut sembler logique, hein, quand on a un point d'eau, que ce soit une mare, une rivière, même une bouche d'égout, si on a l'avaloir de la terrasse par exemple. C'est aussi considéré comme un point d'eau. Là, il faut compter quand même 6 mètres, hein. Donc, je dis bien 6 mètres minimum. C'est parce que ça dépend aussi des produits. Voilà. Donc, cette zone tampon est vraiment très importante. Et puis, le troisième cas, c'est un petit peu ce qu'on voit sur les talus au bord des champs, hein. On a donc la zone publique de trottoir, éventuellement, ou de route, quand il n'y a pas de trottoir, mais peu importe. S'il y a une pente qui est supérieure ou égale à 10%, eh bien, il faut compter 1 mètre en plus de zone tampon. Ah, c'est vraiment en plus qui va déborder. Donc, cette pente et cette zone en plus, c'est vraiment sur l'espace privé, hein. Voilà. Donc, retenez bien ces 3 cas. Vous allez voir que malheureusement, c'est pas encore bien appliqué, hein, si j'ose dire. Mais voilà, donc ça fait partie de notre travail de sensibilisation également. Voilà, donc on arrive dans le vif du sujet. Je regarde juste. Voilà, excusez-moi, je voulais voir au niveau des discussions, mais ça a l'air calme pour l'instant, tout va bien, j'imagine. Si vraiment des questions de compréhension, n'hésitez pas à les poser. J'ai également des collègues qui sont là pour les noter, donc on y répondra simplement peut-être plus tard à la fin de la conférence. Donc le désherbage alternatif, c'est quoi? Donc c'est désherber autrement avec des herbicides, bien entendu, mais avec des outils adaptés, hein. Il s'agit plus d'aller gratter avec son couteau, de se baisser, d'aller chercher la moindre petite mauvaise herbe. On peut avoir une certaine tolérance, évidemment, hein, mais si on tient absolument à désherber, il y a quand même des choses à mettre en place, des gestes à appliquer. On va parler des différents types de surfaces, les surfaces minérales, hein, celles qui nous embêtent peut-être le plus. Ici, avec la photo, on voit bien le gravier, hein, donc les allées en gravier, c'est également des zones à ne pas traiter, bien entendu. La pelouse, les parterres, le potager, on en parlera également. Et puis tout ce qui est technique de couvre-sol. Donc on parlera des matériaux couvre-sol, mais aussi des plantes qu'on peut éventuellement installer. Alors, quelques photos pour un peu illustrer le fait que il y a des contextes très différents en fonction de l'endroit où on se situe. Euh, on va pas parler de désherbage forcément de la même manière, ni avec les mêmes moyens, si il s'agit d'une pelouse ou d'une prairie avec des pissenlits. Sauf que là, voilà, un pissenlit peut très bien se retrouver dans les autres surfaces de type pavé. On a les chardons, hein, qui sont quand même des plantes assez coriaces, difficiles à éradiquer. On verra qu'il y a des techniques aussi appropriées pour les limiter, hein. Parce que je parlerai de limitation plutôt que d'éradication, vous allez comprendre pourquoi, hein. Et puis des surfaces gravillonnées comme celle-ci, on les retrouve de plus en plus, hein, même dans les espaces publics, puisqu'on est amené à transformer petit à petit des espaces graviers en espaces enherbés, hein. C'est un petit peu ça vers ça qu'on va. Pour diminuer le travail, mais essentiellement pour être certain qu'on puisse se passer des produits et tout en respectant un peu la diversité végétale et accepter un petit peu ces plantes adventices qui envahissent petit à petit nos espaces plutôt minéraux. Donc, c'est la tendance au sein des communes, mais vous allez voir qu'on peut très bien le faire chez soi aussi. Voilà un petit peu la panoplie classique, hein, qu'on a peut-être tous, hein, chez soi. En tout cas, qu'on peut retrouver facilement dans des magasins de jardinage. On a les fameux désherbeurs thermiques. On va en parler notamment des limites parce que voilà, ce sont des techniques qui demandent
un certain savoir-faire. Il s'agit pas de brûler complètement les plantes. Vraiment, c'est plutôt un choc thermique qu'il faut appliquer. Donc voilà, le tout c'est de bien les appliquer et de répéter l'opération. On verra aussi que ça demande pas mal de répétitions en fonction aussi des types de surface et de l'enherbement qu'on a. Alors également la bouilloire, hein, l'eau chaude fonctionne très bien, hein. À partir de 60 degrés, en fait, les cellules de la plante sont éclatées, sont détruites, et la plante flétrit tout simplement. Ça veut dire que là, en surface, elle est traitée. Elle va faner, elle va sécher. Le souci, vous l'avez compris, c'est que la plante, bien, elle a des réserves, elle a ses racines qui sont bien implantées, surtout à cette période-ci de l'année. Hein, si c'est la première fois que vous allez vous attaquer au désherbage, voilà, vous allez voir qu'il y a des plantes qui sont quand même installées avec un bon système racinaire. Ça va pas être facile, donc moi je vous conseille plutôt d'aller vers des outils manuels, des outils hein, qui vont permettre d'aller extirper, soit avec des outils comme ici, hein, à lame, ou aller gratter entre les pavés. Voilà, il y a maintenant sur le marché vraiment des outils très spécifiques pour différents usages. Voilà. Et puis la brosse de rue, bah oui, on passe par aussi un bon nettoyage. Ça peut pas faire de mal puisqu'on enlève la matière organique et tout ce qui est dépôt de graines. Alors les outils, bah donc j'en parle un petit peu, mais je vais surtout vous montrer un film parce qu'on va montrer l'importance d'avoir le bon outil et de l'utiliser au bon endroit. Hein. Donc en fonction des surfaces qu'on a. Ici, on montre un petit peu toutes les techniques qui peuvent se prêter aux différentes surfaces, que ce soit les graviers, les dolomies, les pavés, les dalles, ou au pied des haies, au pied des arbres. Ben, on a différentes techniques, bien entendu, qui sont bien spécifiques. Maintenant, d'autres, le désherbage thermique, notamment, ben, peut s'appliquer partout, mais je vous ai dit, c'est quand même une technique qui a ses limites. Voilà. Mais je vais pas m'attarder plus longtemps ici. Je vais directement passer au petit film. J'espère que ça fonctionnera. En Wallonie, l'utilisation d'herbicides est interdite sur les espaces publics, que ce soit le trottoir, mais aussi toute surface minérale reliée aux égouts, que ce soit des allées en gravier ou des terrasses en dalles. Alors, heureusement, il existe des outils adaptés à chaque situation pour désherber autrement. Vous allez voir que la tâche n'est pas si difficile, il suffit d'avoir le bon outil et de l'utiliser au bon endroit et au bon moment. Certains outils qu'on pourrait qualifier d'outils multifonctions peuvent très bien s'adapter à des surfaces minérales comme les trottoirs, les surfaces en gravier. Alors leur forme en U leur permet de passer vraiment à proximité des murs, des bordures également, donc en passant autour des obstacles et puis en passant tout près des objets. On est face à des graviers qui ont été fortement enherbés avec le temps, parce qu'il y a des dépôts de feuilles mortes, de la terre, qui s'installent petit à petit. Donc voilà, c'est un milieu propice pour les mauvaises herbes, voilà, comme ceci, mais qui ont un enracinement superficiel en général. Donc un outil adapté, ce serait cette binette ronde, qui est vraiment faite pour travailler dans les surfaces gravillonnées, comme ceci. Ici, un outil plus long, même principe, en disque, donc pour travailler dans le gravier de manière superficielle. On parle généralement de mauvaises herbes, de plantes qui nous dérangent, alors aussi bien dans la pelouse, dans les graviers, sur les trottoirs.
Alors, faut-il voir ça comme ça ou justement, profitons-en et essayons de voir les choses autrement en acceptant un petit peu de végétation spontanée. Alors, quand on juge nécessaire de désherber, alors prenons le bon outil et appliquons-le au bon endroit. Voilà. Je reviens sur Media, donc vous avez pu me voir en action avec les outils qu'on a pu tester. Hein. C'est vraiment l'occasion de voir que dans les jardineries, on a pas mal de choix et puis il y a des outils qui sont quand même de qualité. Voilà, si ça vous intéresse, on a justement essayé d'avoir une documentation et de un petit peu faire des fiches sur les outils justement qu'on utilise et qu'on a testé. Et donc voilà, si vous voulez les marques, les prix justement, on peut vous renseigner. Maintenant, on n'est pas là pour faire de la publicité pour les marques, hein, mais on a quand même pu voir la différence et autant favoriser aussi bah, les outils qui sont fabriqués proches de chez nous. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc je reviens sur les surfaces minérales, hein, pavés, gravier. On a des solutions ben, qui sont préventives dans une certaine mesure parce que c'est pas toujours évident. Quand on a justement l'intention d'installer du gravier, ben ce serait utile de mettre une espèce de géotextile, donc une toile, une bâche bien rigide, bien solide pour justement pouvoir déverser les graviers par la suite, permettre également l'infiltration de l'eau. Donc attention que vous devez mettre une bonne couche de gravier quand même, parce que sinon vous allez peut-être abîmer justement cette toile, cette bâche. Pour voilà prévenir des pousses des mauvaises herbes, on peut aussi régulièrement remuer les graviers avec des râteaux spécifiques qui sont faits pour ça. Hein. Ces râteaux là à dents comme ceci, ben voilà, sont vraiment faits pour travailler le gravier. S'il n'y a pas de passage naturellement, hein, si c'est peut-être le cas dans les allées quand on passe régulièrement, il n'y a pas besoin, mais si vous passez pas souvent, vous allez voir que l'enherbement se fait ou la mousse s'installe. Donc, d'où l'importance, si vous voulez que ce soit bien nettoyé, de passer régulièrement avec ce type d'outil. Alors pour les surfaces pavées, là, bon, on va pas utiliser les mêmes outils du tout. C'est plutôt la brosse ou donc la brosse de rue bien rigide. Entre les joints, on a ce type de brosse plus voilà, c'est plus fin. C'est bien avec des poils en métal. Hein. Donc ça va permettre à la brosse de pas s'user trop vite. Mais aussi, on peut utiliser tout ce qui est jet d'eau sous pression, hein, type Karcher, etc. Donc ça marche assez bien. Faut avoir les outils à disposition, mais si vous les avez, bah, c'est une solution également. Attention juste aux vieux pavés. Si vous faites sauter les joints, bah, il faudra rejointoyer. Et voilà, j'en profite pour parler d'un produit qui existe depuis pas mal de temps. J'ai pu le tester aussi. C'est un sable de rejointoiement. Donc c'est un sable anti-herbe. Hein. C'est pas juste du sable qu'on trouve partout. Hein. C'est vraiment un sable qui contient un élément qui modifie à mon avis le pH. Et c'est une espèce de sable salé. Et voilà. Donc il faut faire attention à la quantité. N'en mettez pas de trop. Mais si vous avez vraiment des fissures qui se mettent entre les dalles ou des joints à refaire, ça peut être très utile. Et donc il faut voilà et mettre la couche, aller arroser légèrement en surface pour laisser vraiment s'infiltrer le sable et puis bien tasser, bien rebrosser derrière. Voilà, c'est un petit peu la méthode que moi je conseille. Et donc là, on est tranquille pendant quelques mois quand même. Alors, là, on va parler des solutions curatives avec les outils qu'on a. On a déjà vu le désherbage thermique, que ce soit l'eau bouillante, l'air chaud
avec un brûleur thermique ou des brûleurs électriques, hein, ça existe aussi, ben, c'est un petit peu la même contrainte. C'est c'est un traitement en surface, donc c'est un choc thermique qu'on va appliquer, ce qui veut dire qu'il faudra repasser plusieurs fois pour des plantes qui sont déjà bien installées. Alors moi, je conseille d'utiliser ce genre d'outils, hein, ce genre de traitement très tôt dans l'année, au mois de mars. Voilà, il faut vraiment commencer au mois de mars-avril au plus tard et répéter ça plusieurs fois, jusqu'à 6 fois par an, dans des espaces qui sont peut-être plus humides, hein, type gravier, à l'ombre. Ben là, voilà, vous allez voir que ce sera nécessaire de le faire autant. On finit par épuiser la plante, mais voilà, c'est vraiment, il faut un petit peu persévérer. Maintenant, si vous préférez avoir un résultat plus net, euh, voilà, ça peut satisfaire certains d'avoir vraiment cet effet d'arrachage ou de coupe avec des outils à main. On peut utiliser, comme j'ai montré, un labinette circulaire en disque. C'est assez bien efficace dans les graviers. Ça peut bien s'utiliser partout, mais dans le gravier, c'est vraiment assez agréable à utiliser. Ça s'enfonce légèrement, mais voilà, c'est vraiment fait pour. Maintenant, on a aussi sur les surfaces maintenant plus minérales de type pavé ou dalle. On a intérêt à utiliser peut-être des outils à, rotatifs de type débroussailleuse, hein, ou les brosses rotatives à adapter sur les débroussailleuses. Ça existe également. On peut tondre également, ou alors de nouveau utiliser un Karcher. Mais voilà, il faudra voir le prix qu'on a envie de mettre dans ce type de machine, hein. Tout le monde n'a pas une débroussailleuse. Mais comptez, si vous voulez, hein, si vous en avez une, vous pouvez voir, ça peut s'acheter ce type de brosse avec des tourons en acier, comme ceci, qui vont s'user beaucoup moins vite que le plastique. Bah, ça vaut la peine, mais il faut quand même compter à partir de 40, 50 euros pour les têtes qui sont adaptables sur les débroussailleuses. Le réciprocateur, alors ça c'est un appareil très différent puisque c'est des disques qui vont tourner, mais en quinconce, donc ils vont pas effectuer une rotation comme une débroussailleuse classique. C'est vraiment conçu pour éviter des projections. Donc si vous utilisez justement ce type de machine dans les graviers, ça évitera d'envoyer ça partout sur tout ce qui vous entoure, hein. C'est quand même assez utile dans les espaces de parking ou que sais-je. Donc maintenant, c'est de plus en plus utilisé dans les espaces publics, justement, par les ouvriers. Et alors ici l'autre photo là, c'est justement un appareil. Je vais pas vous cacher, hein, c'est la marque Karcher, mais qui a sorti ça. Je trouve c'est pas mal parce que c'est le même principe, hein, mais on va dire ça demande moins d'investissement vu le prix, aux environs de 250 euros pour la machine électrique, hein, et donc il faut prévoir le raccordement, mais donc avec un système de brosse en nylon, mais avec des gros fils qui s'usent, mais bon voilà, ça permet quand même d'utiliser ça régulièrement et c'est assez efficace aussi. Voilà. Alors les surfaces végétalisées, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même une solution qui peut s'envisager. J'en parlais notamment pour les communes qui vont dans ce sens-là. On peut même voir ça dans les espaces de parking, hein. Vous avez certainement déjà vu les dalles alvéolées comme ceci, qui permettent un enherbement. Alors, que ce soit un enherbement spontané ou justement un ensemencement, tout dépend de l'effet esthétique que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus net, ben c'est peut-être préférable d'aller semer justement un type de gazon spécifique pour avoir cet effet plus homogène. Voilà. Et j'arrive donc à l'autre vidéo qui va plus parler des outils adaptés aux autres surfaces de type pelouse, jardin, potager, etc. Donc je vais laisser la vidéo et je vais regarder dans l'espace des discussions parce que je vois qu'il y a certains commentaires.
Dans un jardin, le désherbage peut représenter un travail important, aussi bien au potager que dans la pelouse. Certaines plantes peuvent nous poser problème. Je prends l'exemple des pissenlits, mais on peut avoir des plantes avec des racines plus coriaces, notamment les ronces, les orties et les liserons. Donc nous verrons ensemble qu'il y a des outils quand même plus adaptés que d'autres pour aller justement nous aider à limiter l'expansion de ces plantes. Ici, on a des outils qui permettent d'aller chercher des racines pivotantes, c'est-à-dire des racines qui vont aller tout droit dans le sol, chercher tout ce qu'il leur faut assez loin. Donc pour aller chercher ces racines justement, on a besoin de lames et d'outils assez longs. Et en plus de ça, j'ai ici un outil à manche long qui me permet de travailler debout, c'est quand même plus confortable. Hop, il suffit d'enfoncer. Voilà, faire un petit tour autour pour être certain de tout avoir. Ici, je vais chercher la racine avec une gouge, qui est un petit outil à main assez traditionnel. Et donc, on s'en sert pour aller chercher les racines de chardon, pissenlit et autres racines longues. Pour aller chercher les orties, il vaut mieux aller chercher carrément les racines en profondeur. Et voici un outil, donc la griffe à deux dents, qui va permettre de travailler suffisamment en profondeur. Pour aller chercher le liseron, il faut un outil à dents pour aller travailler la terre en profondeur. Parce que c'est des racines très longues et qu'il vaut mieux pas casser en petits morceaux. Surtout pas d'outils tranchants. Voici la fourche bêche qui va nous permettre de travailler dans les sols plus ou moins meubles et aller chercher des racines très coriaces. Typiquement ici, les racines de ronces qui sont très puissantes et vont aller tracer parfois sur des longueurs ou aller chercher en profondeur ce qu'il leur faut. Voilà, donc ce sont des plantes qui demandent à être déracinées pour être... Ici, j'ai un sarcloir oscillant. Oscillant pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un angle d'attaque correct, aussi bien en poussant l'outil qu'en tirant l'outil. Et la lame est très aiguisée, ce qui va permettre d'aller gratter superficiellement, mais d'aller chercher un petit peu les racines de plantes en surface de nouveau. Et je peux même approcher des cultures existantes sans trop de soucis. On a beaucoup parlé de désherbage. Mais sachez qu'on peut évidemment accepter la présence de plantes spontanées au jardin. Les plantes sauvages telles que l'ortie sont très utiles. Elle est entre autres comestible, elle attire les auxiliaires et elle est riche en azote, donc très utile au jardin. Et voilà, donc me voilà de retour. J'ai pas pu voir les questions, mais c'est parce que ça coupait la vidéo à chaque fois. Mais je regarderai tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc on a une petite chaîne YouTube, hein, donc c'est l'occasion si vous voulez aller voir les autres vidéos, les gestes malins au jardin. Il y en a pas mal maintenant. Donc oui, vous avez certainement vu. C'est la période maintenant où tout reprend un petit peu après le calme de l'été, les chaleurs. Il y a la végétation avec les pluies qui reprend de plus belle. Le liseron, le chien-dent, sont là, bien développés, avec des racines qui vont assez loin. Les ronces également. Mais voilà, donc tout doit se faire maintenant avant d'être trop tard dans l'hiver, parce que en hiver, qu'est-ce qui se passe? On a un sol détrempé, humide, on a moins envie de sortir, le sol se durcit notamment s'il gèle, donc voilà. C'est pour ça on a choisi aussi une période un peu clé ici en automne pour reparler de désherbage, mais c'est vraiment l'occasion de s'y remettre. Alors pour les solutions préventives, je parle de nouveau de paillage, hein, c'est quand même très important vu d'abord l'été qu'on a eu, on a quand même eu des périodes de chaleur
même si on a eu un départ fort humide, pendant les canicules ou les étés fort secs, avoir un bon paillage, c'est vraiment avant tout pour garder l'humidité au sol, mais pas seulement, hein. Il y a vraiment cet atout du paillage suffisamment épais pour empêcher les mauvaises herbes de passer au travers. Maintenant, c'est pas 100% efficace, hein. Bien entendu, tout dépend des matières utilisées, mais voilà. Donc, selon le niveau d'occultation, il peut avoir quelques pousses de plantes qui passeront quand même, hein. Je pense notamment au liseron. Vous avez certainement déjà remarqué que le liseron, voilà, le paillage, il passe quand même à travers. Maintenant, il s'affaiblit quand même un petit peu et on le remarque tout de suite, hein. Donc, l'avantage aussi d'avoir un paillage, c'est que ça facilite quand même un peu le travail de désherbage. Voilà, voilà. Alors, pour parler de potager, on peut parler également du faux semis. C'est une technique que les jardiniers connaissent bien. Donc, il s'agit en fait de préparer un parterre, d'affiner le sol en surface avec un outil de type râteau, etc. Et une fois qu'on a bien préparé le sol, la planche, on ne sème pas tout de suite, hein. On attend. S'il pleut, c'est encore mieux. On attend une petite semaine, voire 10 jours, et les graines naturellement présentes dans le sol vont germer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une banque de graines en dormance dans le sol. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous aurez beau avoir l'impression d'avoir une terre nue, attendez, vous allez voir que les graines vont germer. Donc, à ce moment-là, une fois que ça a bien germé, vous passez avec la binette ou un autre outil, mais vous désherbez tout simplement ces petites plantules qui sont assez faciles à éliminer. Et ensuite, vous allez pouvoir semer pour de bon. Donc voilà, ça c'est le faux semis. Alors, la montée en graines est à éviter pour certaines plantes. Je pense au chardon, au rumex, hein, qui doivent qu'on doit éviter d'avoir cette profusion de graines, parce que une fois qu'elle est en graines, ça risque de se propager assez facilement. Je dis pas que les fleurs sont pas bénéfiques pour le jardin, hein, mais attention que la montée en graines, ça peut voilà, ça peut poser problème l'année d'après. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de plantes à éliminer de cette façon-là. Donc évitez la montée en graines. Alors on peut aussi jouer sur les hauteurs de tonte si on veut avoir une pelouse plus ou moins bien tondue. Tondez peut-être un petit peu plus souvent, hein, si vous aimez bien une pelouse tondue assez court, minimum 5 centimètres. Ne descendez pas en dessous de 5 centimètres pour la hauteur de l'herbe, parce que sinon vous allez stresser le gazon et vous allez faire apparaître des zones vides à nu. Et donc voilà, donc laissez bien cette hauteur minimum, et puis vous pouvez éventuellement faire un sursemis, hein. Si vraiment vous voyez des zones dégarnies, c'est l'occasion, c'est la période maintenant pour effectuer un petit peu de regarnissage, hein, avec des graines de graminées. Voilà. Et puis on adopte une pelouse écologique, pourquoi pas, hein, c'est l'occasion peut-être de semer une prairie fleurie. Alors vous allez me dire oui, mais c'est quand même une drôle de saison pour semer. Non, en fait c'est la période idéale, hein. On ne sème pas en plein été, on sème plutôt à la fin de l'été, en septembre, octobre, hein. Il n'est pas trop tard, début octobre, avec soit les graminées comme je l'ai dit pour la pelouse, mais aussi c'est possible de mettre des fleurs, donc des fleurs bien entendu sauvages, des fleurs indigènes qui vont apporter des couleurs, mais seulement au printemps de l'année prochaine, hein. Elles vont s'installer, commencer à leur développement, et puis petit à petit au printemps, vous allez voir une floraison beaucoup plus fournie, en tout cas un effet beaucoup plus étoffé que si vous aviez semé au début du printemps. Voilà. Alors pourquoi pas aussi adopter une fauche différenciée ou une tonte différenciée. Je ne sais pas si j'ai des photos, mais pour vous expliquer bêtement, c'est laisser par exemple des espaces non tondus. C'est tout à fait bénéfique pour la biodiversité, pour la faune, pour les oiseaux,
éventuellement les petits mammifères pour trouver refuge. Hein. Simplement, vous allez faucher peut-être éventuellement en fin de saison ou juste avant l'été. Cela vous empêche pas, hein, mais ne tondez peut-être pas à ras ces zones-là. Alors, dans les solutions curatives, hein, dans les techniques de désherbage, on a bien vu dans la vidéo hein, tous ces outils qui permettent de descendre et chercher des racines pivotantes hein, de type racines de pissenlit, chardon, rumex. Voilà, c'est assez efficace. Maintenant, ça prend du temps. Donc, moi, ce que je préfère, c'est vraiment les outils qui nécessitent pas de se PSC, de se plier en deux. Vraiment les manches les plus longs possibles. Voilà, c'est ce que je préfère utiliser. Donc ici, on a montré certaines marques, mais voilà, ne faites pas trop attention parce qu'il y en a un peu chez toutes les marques, dans toutes les jardineries, vous allez trouver ce type d'outils. Hein. Maintenant, c'est assez répandu. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors pour les personnes qui veulent commencer des nouvelles parcelles, c'est peut-être aussi l'occasion maintenant. Vous pouvez utiliser la technique d'occultation, c'est-à-dire qu'on va couvrir la surface, que ce soit avec une bâche plastique ou de préférence du carton, hein, qui laisse passer bien l'eau, parce qu'on veut un sol quand même qui reste humide en dessous. Et une fois qu'on a installé la bâche ou le carton, il faut quand même attendre quelques mois. Hein. Et alors faites attention, avec un carton, vous allez voir que ça va se désagréger, ça va se décomposer très rapidement par temps humide. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'effectuer plusieurs couches ou de répéter l'opération si vous voyez qu'il y a des trous. Mais donc, attendez un petit peu, vous allez voir que début du printemps, vous allez enlever les bâches ou les cartons et en dessous, c'est vraiment un terrain meuble, un sol friable qui est vraiment prêt à être travaillé. Et on verra qu'il y a peut-être des racines blanchies de type liseron ou chien-dent, mais elles sont beaucoup plus faciles à enlever. Hein, et on aura tué tout ce qui est graminé. Donc c'est idéal en fait pour démarrer une nouvelle parcelle ou une planche ou potager notamment. Voilà. Alors pour parler pelouse, vous avez peut-être des problèmes de mousse. Ben, c'est l'occasion maintenant au mois de septembre d'effectuer une scarification. C'est quoi? C'est ça simplement. On va passer avec une griffe. Alors il y a des machines pour ça, hein, mais on va vraiment aller griffer en profondeur, si vous voulez, en surface aussi, mais légèrement en profondeur pour aller enlever la mousse et tout ce qui est touffe d'herbe un peu trop dense. C'est un petit peu pour aérer le gazon avant tout, mais pourquoi pas aussi pour désherber une partie de tout ce qui est mousse ou adventice sur certaines zones. Maintenant, il faut bien envisager de ressemer par la suite pour, bah voilà, euh, bien bien couvrir les zones qui ont été dégarnies comme ça. Alors si vous remarquez que vous avez un sol acide, pour ça il faut bien regarder certaines plantes indicatrices où vous mesurez le pH. Hein. Il y a des kits qui sont faits pour ça. Et vous allez remarquer que vous avez un sol légèrement acide. Ben, ce qu'il faut, c'est bien choler avec un peu de calcaire hein, sous forme de granulés. Et ça va aussi permettre de diminuer la quantité de mousse. Donc c'est la mousse en fait, ce qu'elle veut, c'est un sol légèrement acide et humide. Donc il faut trouver un peu les conditions pour la décourager. Voilà. Alors c'est l'occasion aussi, bah, puisqu'on est dans les techniques curatives, je vais quand même en parler, même si on a tendance à vraiment ne pas les utiliser, mais en dernier recours, quand c'est légal, hein, quand on n'est pas dans les zones tampons, quand on n'est pas dans les zones zéro phyto, les herbicides à faible impact sont sur le marché maintenant. Il n'y a plus que ça d'ailleurs. Hein. On a supprimé depuis quelques années tout ce qui est euh, glyphosate, donc les herbicides totaux de synthèse, et également les herbicides sélectifs hein, qu'on mettait avant pour avoir des gazons sans pâquerettes, sans pissenlit. Donc ce qu'on retrouve maintenant dans les rayons, ce sont essentiellement des acides organiques. Donc la matière active c'est essentiellement acide pélargonique, acide acétique, donc du vinaigre,
mais assez concentré, hein. Donc ici, il s'agit de diluer quand c'est bien indiqué, parce que voilà, ça reste des produits qui vont avoir un certain impact, même si on parle de faible impact, il y a un impact non négligeable. Gardez ça vraiment en tête sur le sol ou les eaux de surface. Donc évitez tout ruissellement et limiter le zone de traitement et traiter correctement, hein. Respecter la dose et respecter les distances par rapport au point d'eau. J'ai noté ici, il y a un minimum en fait de 10 mètres. Donc on est au-delà des 6 mètres, hein. C'est 10 mètres par rapport au point d'eau. Donc on est bien d'accord, même s'il s'agit de produits dits d'origine naturelle, etc., qui ont un faible impact, on parle bien d'herbicides au même titre que les autres herbicides. Donc il s'agit de ne pas traiter, hein, on traite surtout pas les trottoirs, ni les filets d'eau, ni quoi que ce soit, hein. Donc l'interdiction de traiter s'applique également à ces produits. Alors petite note supplémentaire pour parler des autres produits qu'on a tendance à utiliser, parce qu'on voit de tout, hein, sur Internet notamment, on parle d'eau de javel, de sel. Ben, c'est vraiment à éviter, hein. L'eau de javel, ça contient du chlore, c'est vraiment très nuisible pour l'environnement. Et le sel aussi, hein, ça va vraiment désinfecter le sol et avoir un impact dans la durée. Donc vraiment éviter ces produits-là. Alors on parlait notamment de l'interdiction du vinaigre, mais il se fait que maintenant la législation a un petit peu changé. Donc pour le désherbage, on peut utiliser du vinaigre qu'on appelle euh, ménager ou de cuisine, le vinaigre d'alcool. Alors c'est simplement qu'il faut regarder au niveau de la concentration. Il faut se dire que c'est préférable de pas aller au-delà de 6% pour le vinaigre pour avoir un effet suffisant, mais ça sert à rien d'avoir quelque chose de beaucoup plus concentré. Simplement, si c'est le cas, vous avez un vinaigre ménager de plus de 8% ou voire 10%, il vaut mieux diluer un petit peu. Voilà. Mais c'est le même principe, hein, c'est le même principe actif. L'acide acétique, c'est exactement le même produit, mais conditionné différemment. Et j'arrive aux techniques couvre-sol. Donc là, on a l'habitude de voir ça dans les jardineries. On trouve un peu de toutes sortes, hein, les paillettes de chanvre, notamment de plus en plus du miscanthus. Donc c'est des graminées broyées qui sont assez fibreux, mais un peu plus grossiers, hein, que le chanvre. Donc c'est plus à mettre au pied des arbustes, dans les plantations de petits fruits par exemple. Mais je mettrai pas ça vraiment dans le potager. Également pour le broyat de branches, c'est plus grossier. Mettez ça plutôt dans les parterres autres que le potager. Mais pourquoi pas aussi pour marquer les chemins, hein. Ça peut être pas mal. Et au niveau épaisseur, bah, comptez quand même un minimum de 7 centimètres d'épaisseur. Donc là, bah, le broyat de branches, c'est assez facile, hein. On a des déchets de taille suite à une taille de haie. Ben, voilà, c'est l'occasion, on broie sur place. Maintenant, la contrainte, c'est évidemment d'avoir à disposition un broyeur, hein. Donc, tout le monde n'en a pas, mais demandez autour de vous. Et sinon, la commune a peut-être à disposition pour ses citoyens des broyeurs. Je sais que ça existe dans certaines communes. Ben, sinon, dans les jardineries, hein, je vous l'ai dit, il y a pas mal de produits qui existent, qui sont bien entendu dégradables, hein, des matériaux biodégradables de préférence. Maintenant, il existe forcément, bah, tout le monde a déjà vu les toiles tissées plastiques, hein, qu'on retrouve malheureusement dans certains parterres. Je dis malheureusement parce que ça a tendance à se déchirer avec le temps et à laisser des morceaux de plastique un peu partout. Donc, ça peut-être ça a un bel effet au début, et puis avec l'usure, avec le temps, ben malheureusement, ça s'effrite. Donc, à éviter. Il existe d'autres alternatives de toiles en textile dégradable. Je pense au chanvre, même à la laine. Maintenant, il y a
du feutre de laine qui marche très très bien aussi. Et puis voilà, vous pouvez aussi évidemment vous tourner vers des paillages minéraux qui sont beaucoup plus durables forcément, hein, qui restent en place très longtemps, qui sont un peu plus lourds à manipuler, mais pourquoi pas envisager dans les parterres aussi. Voilà, je parlais des géotextiles biodégradables. Voilà l'effet qu'on peut avoir sur des plantations. Ici, on a des plantations qui sont à effectuer une fois qu'on a bien installé le géotextile, hein. Si on commence par planter, ce sera beaucoup plus compliqué d'aller installer la toile. Voilà. Et particulièrement indiqué notamment dans les espaces plantés en pente, les talus, hein, parce que vous avez peut-être déjà remarqué les talus comme ça, avec du paillage ou des copeaux, tous les copeaux finissent par dégringoler, en tout cas en partie vers le bas. Donc on a plutôt intérêt à mettre des géotextiles ou des toiles. Alors d'autres techniques, mais là on est plus sur les plantes couvre-sol, donc le même principe, hein. En attendant d'avoir une bonne couverture, on plante et on installe un géotextile par la suite, en attendant que ces plantes prennent toute la place, hein, puisque c'est l'objectif aussi, c'est elles s'étendent de manière horizontale. Alors c'est le cas notamment pour l'alchimie, vraiment plante intéressante qui fleurit également avec ses fleurs un peu mauve. Qu'est-ce que je raconte? Ces fleurs vertes voire jaunes. Les géraniums, il y en a vraiment de toutes les espèces. Je parle bien des géraniums vivaces, hein. On peut avoir des floraisons très intéressantes, donc de très belles plantes. Maintenant, si on a des zones plus à l'ombre, pourquoi pas mettre de l'aspérule. D'autres plantes sont indiquées, mais vraiment l'aspérule, c'est une plante sauvage qui a une petite odeur agréable. Donc pourquoi pas essayer avec cette plante-là qui se plaît assez bien à l'ombre. Quelques autres plantes. Ici j'ai vraiment fait quelques exemples, hein. Ne vous attendez pas à une grande liste, mais si jamais je peux vous envoyer des listes qui existent, hein, notamment. Mais ici vraiment c'est juste pour vous donner quelques idées. Il y a une variété de consoude à petites fleurs, c'est plutôt à grandes fleurs et à petites feuilles, pardon, qui s'étend un peu moins que la consoude sauvage, hein, un peu moins envahissant. Le lamier tacheté, assez mellifère aussi et qui se plaît à l'ombre. Et la pervenche, petite pervenche ici, qui a l'avantage de couvrir, mais qui n'est pas trop envahissant non plus. Donc il n'y a pas besoin d'être trop entretenu. Je pense aussi au lierre, hein, le lierre qui est le lierre grimpant. Là aussi, faites attention à l'entretien parce que ça a tendance à s'étendre, même si c'est un couvre-sol très efficace. Faites bien attention si vous avez des murets, des surfaces que vous ne voulez pas voir envahir par le lierre, il faudra intervenir assez souvent. Ah oui, un dernier petit film et puis j'arrête là. Je vois quand il est déjà 9 heures passées, mais je mets ce dernier film pour vous montrer un petit peu les différents types de paillage et puis je vais clôturer. Le paillage est intéressant pour éviter la prolifération des différentes adventices dans vos parterres. Il va aussi avoir l'intérêt d'éviter d'avoir trop d'évaporation, donc de garder plus d'eau, ce qui est assez intéressant vu les étés qu'on a pour le moment. Et il va augmenter la matière organique dans votre sol. Donc vous allez avoir tout ce qui est paillage, les broyats de bois pour commencer. Donc vous avez les copeaux de châtaignier que vous allez pouvoir utiliser, qui est un bois imputrescible, donc il va avoir l'avantage d'avoir une très grande longévité. Il va être intéressant pour tout ce qui est culture longue, donc plus dans l'ornemental en règle générale. Il va libérer un tanin au niveau du sol qui va empêcher pas mal de mauvaises herbes de pousser, donc il est vraiment déconseillé au niveau du potager. C'est un bois qui est assez clair, qui va grisonner un petit peu. Après, vous avez tout ce qui est les paillages de pins. Donc, vous avez les pins maritimes et les pins sylvestres.
qui sont des écorces à ce moment-là. On est sur des brins beaucoup plus foncés, ça va se dégrader un peu plus vite, donc il va falloir en remettre tous les 3 ans plus ou moins. Surtout le pin sylvestre, c'est encore un petit peu plus court. Mais ils vont avoir l'inconvénient d'acidifier, contrairement au châtaignier qui ne touche pas au pH du sol. Donc il va convenir pour beaucoup plus de plantes, surtout par exemple au niveau des rosiers, lavandes et des plantes qui n'aiment pas trop l'acidité. Ça va être beaucoup plus intéressant. Après vous avez tout ce qui va être paillage de type miscanthus par exemple, ou le chanvre, le lin, qui vont être des paillages plus pour le potager, même si on pourrait les utiliser en ornemental. Je trouve que c'est des paillages qui sont beaucoup plus respectueux aussi au niveau de leur culture, surtout au niveau du miscanthus, puisqu'il va repousser chaque année. Ils vont améliorer le sol, puisqu'on va les réintégrer dans le sol, ils vont se dégrader beaucoup plus vite. Vous allez retrouver aussi des calibres plus gros, comme je disais, que vous pouvez utiliser en ornemental au niveau du miscanthus. Le miscanthus, tout comme le châtaignier, vont être intéressants aussi, parce que c'est des paillages qui sont très clairs, tout comme le chanvre aussi. Puisque quand on a des étés qui sont très chauds, ils vont réverbérer une partie du soleil, et donc on va avoir un sol qui va moins chauffer, qui va perdre beaucoup moins d'eau, même si en règle générale, les paillages vont éviter de perdre de l'eau. On va aussi avoir, par exemple, comme les paillettes de chanvre, un effet contre les limaces qui vont avoir plus de mal à passer. Voilà, donc on termine par juste un petit mot sur les labels, parce qu'ici, justement, c'était un des membres de nos jardineries labellisées, dont je parlais au tout début de la conférence. Et voilà, on a la chance d'avoir des chouettes retours des professionnels, hein. Et voilà, vous pouvez voir là, il y a une carte en ligne, notamment sur jardiner-sans-pesticides.be ou sur le site d'Adalia, vous allez retrouver aussi. Et donc, peut vous conseiller vraiment pour rechercher des outils adaptés, pour des types de paillage, justement. Donc voilà, on a tout un réseau de professionnels qui savent vraiment vous conseiller au mieux. Voilà. Et enfin, l'alerte au jardin. Là, c'est vraiment un outil qui permet d'être justement averti en temps et en heure, et afin d'éviter voilà, des dégâts qui peuvent être évités par une action plus préventive. Donc, notamment le bruit quand il s'agit de l'attaque de la pyrale, on envoie une alerte pour indiquer que c'est le moment de mettre des pièges. Voilà, on parle aussi potager, enfin voilà. Donc c'est, si vous voulez être dans le groupe de mail, on envoie ça plus ou moins une fois par mois, hein, pas plus. Envoyez simplement alerte à mon adresse mail à moi, qui est indiquée ici, hein. Voilà, voilà. Merci pour l'attention que vous avez eue pendant toute la conférence. Je profite ici juste pour vous noter les 2 dates suivantes qui sont programmées pour les visioconférences. Comment adapter le jardin au, au changement climatique. Il manque un mot. Au changement climatique, en fait, c'est la deuxième partie. On a déjà eu une première partie au printemps. Et ben ici, on va parler un petit peu plus des plantations. Donc ça, c'est le 12 octobre en soirée également. Et le 9 novembre, là, on parlera de comment accueillir les animaux auxiliaires au jardin. Et là, voilà, ce sera l'occasion de parler des abris et de tous les aménagements qu'on peut faire pour la faune utile. Voilà, je lance un dernier tout petit sondage, mais si j'y arrive, hop, pour voir un petit peu la satisfaction. euh, Et voilà, parce que c'est intéressant pour nous, évidemment, d'avoir un petit retour sur voilà, le contenu et si ça répond vraiment à vos attentes. Donc n'hésitez pas à y répondre. Voilà, nous, ça nous permet de nous améliorer évidemment par la suite. Voilà, encore un grand merci. Je vais arrêter le partage, comme ça je vous verrai un peu mieux et vous pourrez poser vos questions, ou en tout cas je regarderai un petit peu les questions posées. Voilà, arrêter le partage. Ah voilà, ça fait du bien, je vous vois enfin. Hop, et je regarde les discussions.
Je vois une question de Marie. Quelle piste pour végétaliser des dalles de gravier? Des allées, pardon, des allées de allées. gravier. Oui, des allées de gravier. Alors, sans aboutir à une nouvelle pelouse à tondre. Un mélange fleuri bas. Euh, alors, au niveau des mélanges qui résistent, parce que il faut bien se dire que ça doit résister au piétinement, il existe des mélanges, mais là, il s'agit de graminées qui ont une pousse aussi un peu plus lente, qui ont besoin d'être tondues ou coupées, mais moins fréquemment qu'une pelouse classique, je vais dire. Et ça, vous allez pouvoir peut-être retrouver. Notamment, il y a la société Ecosem qui fournit pas mal de mélanges. Ils ont pu conseiller aussi, je sais qu'ils participent aussi à la végétalisation des cimetières, donc dans les espaces graviers notamment. Donc ils ont étudié un petit peu justement ce mélange approprié. Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses que les graminées, mais pour le piétinement, j'ai des doutes parce qu'il y a des sédums qui restent assez bas, qui fleurissent. C'est des plantes grasses. On voit ça sur les toitures, mais dans les allées, je doute que ce soit vraiment approprié. Intervenir, Bastien? Oui, n'hésite pas. Je confirme ce que Bastien vient de dire. Effectivement, Ecosem propose des mélanges, ça s'appelle des mélanges pelouse fleurie, donc avec un pourcentage 95% graminées, 5% de fleurs, je pense quand même. Mais voilà, ça doit être tondu effectivement moins qu'une pelouse. Et alors, ils ont aussi un mélange qui peut s'appliquer directement dans les graviers. Voilà, il y en a un soit qui se met directement en pelouse ou l'autre qui peut pousser sur une structure de gravier. C'est des mélanges pelouse fleurie. Mhm. Oui, mais je les connais. Et Ah, ben voilà. donc, je voulais voir s'il y avait d'autres pistes. Non, pas spécialement. Non, j'en vois pas comme ça. Mhm. Parce que l'idée, j'ai une grande cour en gravier. C'est pas que des allées, c'est aussi une terrasse. Mais j'ai peur de revégétaliser cette zone et qu'elle soit trop, que ce soit une nouvelle pelouse en fait, que ça devienne une nouvelle pelouse à tondre comme pour pouvoir passer encore. Donc, euh, Et vous passez quand même régulièrement sur l'allée, oui, oui, en oui. voiture ou Oui, Hmm, oui, c'est pas une autoroute, donc ça ouais. pousse quand même. Parce que bon, après l'usure, oui, ça a poussé quand même, mais il y a quand même l'usure qui fait que ce sera limité. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y aura quand même une gestion à prévoir derrière. Ça, il y a pas de. Une fois que c'est végétalisé, il y aura une gestion à prévoir. Ça, C'est un choix à c'est faire à un inévitable, moment je vais donné. dire. Oui, c'est un choix à faire. Ok, Voilà. merci. Je vois une autre question de Fabienne. Un professionnel est-il encore autorisé à traiter avec un désherbant euh, les graviers ou limites de terrain? Alors, c'est une bonne question. Donc, un professionnel, tout, alors, un professionnel, oui, seulement s'il possède bien une phytolicence. Alors, la phytolicence, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque part, c'est un petit peu le permis pour pulvériser. Mais ça démontre quand même les connaissances et que les gens sachent au moins un minimum comment utiliser ces produits-là, parce qu'il y a des produits qui sont vraiment destinés aux professionnels uniquement. Notamment l'utilisation du glyphosate ou de certains herbicides sélectifs, c'est encore disponible, mais que aux professionnels. Et donc, ils sont autorisés de traiter à partir de ce moment-là, mais toujours en respectant la législation, bien entendu, donc pas à proximité des cours d'eau, ni des routes, ni des trottoirs. Donc, à voir si ce qu'il y a autour du terrain ou maintenant, il peut pas dépasser la limite du terrain. Donc, on a parfois des plaintes de personnes qui disent oui, mais mon voisin a pulvérisé, mais jusqu'au pied de ma haie.
Ah non, là, ça va pas, évidemment. On doit respecter la propriété de chacun. Je sais pas si j'ai bien répondu. Sinon, d'autres questions? Il y avait aussi une autre question, euh, je vais la relire, c'était de Roxane qui demandait si les fiches sont disponibles sur le site. C'était à propos des fiches de désherbage. Ah, des outils, oui. Pas encore. On est en train de les mettre correctement en page et que ce soit présentable. Maintenant, en attendant, j'ai des PDF qui peuvent vous intéresser. C'est simplement que c'est moins joli, moins présentable que prévu sur le site internet. Mais je peux prévoir ça pour au moment où j'envoie les DIA ici de la présentation, je peux joindre aussi les DIA pour enfin, les fiches pour les outils, si ça vous intéresse. Je mettrai ça aussi. Comme ça, vous avez un peu les fournisseurs, ce qui existe sur le marché, notamment. Voilà, de rien. Bon, Une bah, nouvelle je vois. question qui vient d'arriver, Bastien. Ah, Est-il possible de démarrer une pelouse fleurie sur une pelouse traditionnelle? alors, une pelouse fleurie, il faut bien choisir la période. Je pense qu'on peut le faire, mais à condition de bien scarifier, donc à passer avec une machine qui va vraiment laisser des traces, enlever une partie de cette pelouse classique, parce qu'il faut vraiment que la graine, donc le sursemis qu'on va effectuer, puisse arriver en contact avec le sol, quoi. Hein. Donc là, il faut vraiment bien ouvrir le sol. Faut pas tout retourner. Il faut pas faire un labour non plus, hein, mais voilà, une scarification sur semis, c'est possible. Je sais que ça se fait. Après, j'ai jamais essayé chez moi. Je sais pas si vous avez l'expérience, Laura ou Julie. Je discutais tantôt justement avec le fournisseur, enfin, fournisseur de chez Ecosem qui disait que ouais, l'idéal, c'est même un travail assez superficiel avec un râteau, mais au moins essayer de retirer le principal des mottes d'herbe en tout cas. Et la technique du faux semis, c'est pas mal aussi Ah oui, de l'appliquer quand on fait voilà, qu'on travaille directement sur une pelouse. Donc passer une fois un petit coup, laisser quelques semaines et oui. puis remettre un deuxième coup de râteau et puis pratiquer le sursemis du coup sur la pelouse et ouais, courant octobre, c'est l'idéal. Ok, merci Julie. D'ailleurs, Julie qui est une de nos nouvelles collègues avec Laura, donc que j'ai invitée ici ce soir, c'est pour ça qu'elle répond également. Hein. Voilà. Je vois une dernière question ici qui vient d'apparaître. Est-ce faisable si c'est dans une zone humide? Fleurie, c'est préférable, enfin c'est préférable une zone ensoleillée, hein. Parce qu'à l'ombre, maintenant humide, je pense qu'il faut voir au niveau des graines, des plantes qui supportent quand même l'humidité, mais là, si vraiment c'est à l'ombre, ah oui, et en plus j'ai vu que c'est envahi de ronces et orties. Donc là, faudra bien s'équiper parce que voilà, il faut enlever tout ce qui peut concurrencer cette pelouse, hein, pelouse fleurie. En plus de ça, une pelouse fleurie sauvage de type messicole, c'est vraiment une terre pauvre qu'il faut pour en général hein, pour voir ces fleurs-là. Et là, si vous avez des ronces et des orties, c'est plutôt un sol riche. Donc c'est pas l'idéal. C'est vraiment les orties, c'est un indicateur d'un sol riche en azote, donc ça doit pas être terrible pour les fleurs, quoi. Je vais rebondir sur la faisabilité
de faire un pré-fleuri sur une pelouse. J'ai un bel exemple avec ma belle-mère qui vient justement d'en faire un cette année, où elle avait des problèmes de coulée boueuse chez elle. Et du coup, elle a décidé de laisser une prairie fleurie. Comme ça, elle peut avoir des zones d'herbe beaucoup plus basses où elle tombe et avoir justement un pré fleuri où elle laisse ça en permanence pour justement avoir une diminution de l'eau pouvant traverser son terrain. Et ça a très bien donné. Je peux peut-être avoir des photos de sa part s'il faut. Mais voilà, elle est partie d'une pelouse à un pré fleuri et cette année-ci, c'était magnifique. Ah, d'accord, ok. Et donc c'était au départ pour freiner le ruissellement ou les coulées. Ça peut faire barrière en fait, c'est ça. Les zones non tondues. Bref, en fait, plus la végétation est importante et laissée, on va dire, sans entretien, Hmm. plus l'eau va être retenue. Et du coup, elle a laissé ça. Et aussi une question de limiter l'entretien. Comme il n'y a qu'une seule fauche qui est faite en fin de saison, quand les fleurs sont en germination et les graines présentes, ça a double rôle. Donc ça limite l'eau. Bon, après, c'est pas non plus si un torrent qui passe, l'herbe ne va pas non plus tout retenir, mais Hmm. c'est déjà un travail. Et question d'entretien, c'est limité et de la beauté aussi. Voilà, donc c'est possible, mais il faut faire un bon travail. Et comme Bastien le disait, mieux vaut avoir un terrain plus pauvre pour mettre en place un pré-fleuri. Ok. Ben, merci pour ton partage d'expérience. Alors, encore une petite question de Roxane. Les outils manuels vus pour le gravier peuvent-ils être utilisés quand il y a des pousses de plantes invasives, Buddleia, où cela va augmenter leur dispersion? Alors, ben, il vaut mieux de toute façon extirper ces plantes-là vraiment avec la racine. Pour ceux qui connaissent pas le Buddleia, c'est l'arbre à papillons qui attire malheureusement des papillons, mais qui ne sert pas à manger du tout pour les chenilles. Il y a aussi une suspicion comme quoi elle serait toxique. Donc c'est voilà une plante qui est en plus invasive aussi, qui est sur liste grise. Mais voilà, donc elle pose problème chez nous. Alors je dis pas qu'il faut tout arracher, mais en tout cas couper les fleurs une fois qu'elles commencent à monter en graines, c'est le minimum qu'on puisse faire. Faut pas qu'elles se disséminent un peu partout. Voilà, c'est un peu la force de cette plante, c'est elle fait des milliers de graines et ça va sur des terrains très pauvres, un peu partout sur les chemins de fer. Voilà. Mais donc, oui, pourquoi pas utiliser certains outils comme ça. Euh, Moi, je déconseille de toute façon les outils tranchants de type bêche. Voilà. Faut vraiment aller chercher avec les fourches bêches ou pourquoi pas, ouais, les outils à dents, quoi. Ouais. Voilà, voilà. D'autres questions que j'aurais loupées? Je vois pas comme ça. Ok, bah voilà, je vais clôturer tout doucement, hein, il se fait quand même tard. Et voilà, n'hésitez pas si jamais il vous vient des questions par la suite, on est vraiment joignable. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a l'espace vidéo aussi également, avec un peu les extraits que j'ai montrés. Désolé pour les petits soucis de barre sombre, j'ai pas encore résolu le problème. Voilà, techniquement, voilà, je maîtrise pas encore super bien Zoom, mais voilà, j'espère que ça a été pour l'enregistrement. Donc, si tout va bien, vous recevrez l'enregistrement vidéo, hein, pour avoir un petit souvenir, mais qu'on diffuse pas forcément à tout le monde sur YouTube, mais vous aurez un lien privé. Voilà. Et ben aussi avec les DIA, hein, je vous enverrai également. Voilà, un grand merci à tout le monde et merci mes collègues d'être là aussi, hein, après une longue journée. Voilà. À bientôt et bonne soirée.